le problème est le suivant. Vous avez le moteur, bon, et puis vous avez la batterie qui est en continu, et il faut convertir le courant continu de la batterie en alternatif avec un système qu'on appelle un convertisseur qui est onduleur, et qui, lui, doit être actionné à partir des informations que lui fournit le conducteur via une pédale qui va demander du couple, lequel demande de couple va se traduire dans un algorithme par une sollicitation des transistors qui vont transformer en intensité et en fréquence éventuellement le courant continu. Donc ça, c'est un travail, le métier d'un constructeur automobile, c'est d'intégrer tout ça. Donc on a besoin de spécialistes de tous ces aspects-là. Donc de l'électronique de puissance, de l'électrotechnique au sens du moteur, et puis beaucoup de logiciels pour faire réactionner tout ça. Alors, on a la machine synchrone, la machine asynchrone, des moteurs à réluctance. Je prends juste le cas de la machine synchrone. Bon, le champ entraînant, c'est finalement d'arriver à faire tourner un champ en jouant sur des bobinages avec des courants alternatifs qui sont déphasés. Et donc, ensuite, pour faire ça, on a besoin, à partir du courant continu, de faire 3 sinusoïdes à partir justement de ce convertisseur onduleur pour faire tourner le champ. Alors évidemment, on ne sait pas faire des sinusoïdes parfaites et en revanche, la fréquence et la phase des sinusoïdes permettent de piloter la vitesse et le couple. Donc voilà un petit peu les ingrédients du problème. Si on ne fait pas des sinusoïdes parfaites, on peut créer des pertes thermiques. Donc il y a tout un enjeu là de compromis à trouver entre les performances et le coût du système. Après le champ entraîné, vous avez 2 options. Soit vous avez un électroaimant au milieu, donc avec problème de contact glissant. Ça, c'est le rotor bobiné. Alors, c'est une solution qui a des inconvénients parce qu'il faut alimenter la partie tournante avec des contacts brossés, mais en revanche, ça offre un degré de réglage. Donc, ça, puis c'est aussi quelque chose qui est moins coûteux potentiellement que l'autre option, qui est le rotor à aimant permanent. Le rotor à aimant permanent, évidemment, il n'y a pas les problèmes des contacts glissants. Il y a en revanche pas de réglage, mais surtout, il y a aussi un coût et un risque sur l'approvisionnement. Il faut savoir que le véhicule électrique, il y a 2 matériaux il y a même 3 qui sont stratégiques. Vous avez le cuivre, bien entendu. Vous avez le lithium pour les batteries. Le lithium pour les batteries, c'est surtout actuellement un matériau qu'on trouve dans des lacs en altitude en Amérique du Sud. Donc ça pose un petit problème d'approvisionnement. Et puis il y a aussi les aimants permanents. C'est des terres rares qu'on trouve en Chine, et uniquement en Chine. Au moins pour les catégories des aimants permanents qu'on utilise. Donc vous voyez qu'on est devant quand même des problèmes de durabilité. Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir à ces problèmes d'approvisionnement en matières premières. Donc il faut s'intéresser à des technologies éventuellement moins coûteuses. On parle réévaluer les moteurs asynchrones, les machines à réluctance. Donc voilà un petit peu pour les moteurs. On parle aussi de moteurs roues. Donc Renault, là je vous le montre, a déposé un projet dans le cadre du Grenelle de l'environnement, un projet sur les démonstrateurs recherche, où on va combiner des moteurs roues à l'arrière avec un moteur thermique à l'avant pour faire un véhicule utilitaire qui pourra faire de la distance et aussi du roulage zéro émission en ville. Donc c'est un des projets qu'on a soumis. Voilà. Optimiser l'autonomie, je vous ai déjà dit, un véhicule électrique avec la clim à fond, 3 kW par exemple, si on a une clim pas très améliorée, ça vous fait une autonomie réduite. Vous voyez qu'au lieu d'avoir 100 Wh au kilomètre en trafic, vous avez 200 Wh au kilomètre. Donc vous divisez par 2 votre autonomie dans une situation un peu tendue. Donc c'est très important de réduire cette consommation. Alors qu'est-ce qu'on fait là-dessus ? Je vous donne un autre exemple d'un démonstrateur. Un démonstrateur qu'on a soumis cette fois-ci avec Valeo, qui consiste justement à augmenter l'autonomie d'un véhicule électrique de 40% en hiver et de 20% en été, en réduisant la moyenne annuelle de la consommation de 20%. En faisant quoi ? En introduisant une pompe à chaleur, en introduisant plus d'isolation, de l'énergie entrante comme sortante, suivant les saisons. Voilà, donc ça c'est un travail un peu de fond et qui va bénéficier potentiellement aux véhicules thermiques aussi. Donc c'est un autre chantier.
Puis je terminerai par là, c'est l'infrastructure, la charge électrique. Alors, finalement, ça, c'est ce qui va être le plus standard. C'est la charge à la maison, au travail ou sur parking, voie publique. C'est des prises à 3 à 6 kW. Celles-ci, on les aura sans trop de difficultés. Là où ça devient un peu plus délicat, c'est quand on a besoin en urgence d'avoir un peu plus d'électricité et rapidement. Donc il y a une option, c'est l'échange de batterie. Donc ça, c'est par exemple ce qui va se faire en Israël. Il va y avoir des stations d'échange de batterie. Ça fait partie du dispositif que les Israéliens vont mettre en place, avec un peu de robotique. Et là, vous avez un plein, l'équivalent d'un plein en 5 minutes, 3 minutes. Et après, vous avez la charge rapide, qui, elle, suppose de pouvoir charger à plusieurs dizaines de kilowatts la batterie. Donc on y travaille, et le problème est à la fois celui de la tenue thermique de la batterie et celui aussi du coût du convertisseur, en quelque sorte le chargeur, celui qui va faire à partir de l'alternatif du continu. Donc il y a tout un travail pour finalement faire ce qu'on appelle un chargeur intégré qui utilise le moteur à l'envers pour en faire un chargeur quand on est en phase de charge. Donc ça, c'est une problématique sur laquelle beaucoup travaillent, Renault en particulier, et sur lequel on va aussi proposer un projet de démonstration. Donc voilà un petit peu le paysage technico-économique de l'affaire. Ça, c'est l'horizon, c'est-à-dire, vous voyez, le véhicule devenant partie d'un système. Alors un système, c'est-à-dire qu'il est couplé à la maison, au réseau, il y a un problème de stockage d'énergie renouvelable parce que fluctuante, et puis vous avez un système intelligent qui vous gère tout ça, le réseau intelligent qui en même temps prend en compte le véhicule comme faisant partie du système. Un exemple, là je termine là-dessus, un véhicule électrique qui se serait chargé pendant la journée parce qu'il est à l'abri d'un parking où il y a des toits photovoltaïques au-dessus. Bon, vous le connectez, il se charge, vous partez du boulot, ou vous arrivez chez vous, il vous reste quand même au moins la moitié, vous avez 10 kWh sur les 20 qui n'ont pas été consommés. Et puis c'est l'heure de pointe, tout le monde a envie d'allumer sa télé, de commencer, etc. Plutôt que de commencer à utiliser de l'électricité chère du réseau, qui va devoir mettre en route des centrales gaz, etc., vous videz votre voiture et puis vous la rechargez en différé un peu plus tard. Donc, toutes ces problématiques-là commencent à être regardées de très près dans un modèle global où tout ce qui compte, c'est finalement l'optimisation de l'usage de l'énergie. Voilà. Donc, quelques mots, voilà, c'est pour nous le véhicule électrique, c'est la seule solution durable à terme, et son essor devrait démarrer donc 2011-2012. Elle s'appuie sur la convergence de plusieurs facteurs technologiques, sociétaux et des dispositifs gouvernementaux, et c'est une rupture assez radicale dans la mesure où ça introduit un nouveau rapport d'usage à la mobilité, pas uniquement technologique, mais aussi en termes de système, d'approche systémique. Merci. Merci, M. Perrin.